Du sang coulait de ma bouche sur le linoléum froid de la salle d'attente du gynécologue. Mon demi-frère, Hugo, se tenait au-dessus de moi, le poing encore serré, sa voix résonnant contre les murs alors que les autres patientes s'enfuyaient, terrifiées. « Choisis comment tu paies ou dégage », hurlait-il en agitant des documents juridiques sous mon nez. Avant d'aller plus loin, laissez un oui en commentaire si vous avez déjà dû sourire à un membre de votre famille qui vous plantait secrètement un couteau dans le dos. Je veux savoir que je ne suis pas la seule. La douleur dans mes côtes était comme une sirène hurlante à travers le choc, mais je me forçais à faire la mise au point. Le visage d'Hugo était tordu par ce rictus familier, celui qu'il affichait quand il gagnait au poker ou quand il mentait à papa. L'acte de transfert dans sa main était déjà froissé par sa poigne. « Signe ça !» siffla-t-il en s'approchant, envahissant le peu d'espace qu'il me restait sur le sol. « Tu crois vraiment pouvoir diriger l'entreprise depuis un fauteuil roulant? Papa est mort, Léa. L'héritage est enterré. Vends le stock, prends ton chèque et va faire l'infirme ailleurs. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon esprit, d'ordinaire un tourbillon de diagnostics et de schémas, s'est figé. C'était le même calme que je ressentais juste avant un essai à grande vitesse, le silence avant que le moteur ne rugisse. Pourquoi je ne criais pas? Pourquoi ma voix était-elle bloquée dans ma gorge comme un boulon rouillé? Ce n'était pas de la peur. C'était de l'entraînement. Pendant 29 ans, j'avais été conditionnée pour survivre dans l'écosystème créé par ma belle-mère, Béatrice. Un monde où le silence était synonyme de sécurité. Où prendre la parole signifiait que vous étiez trop émotive, ingrate ou folle. Je me suis souvenue de la première fois où j'ai réparé un moteur, à 12 ans. J'avais couru à l'intérieur, les mains pleines de cambouis, rayonnantes, pour le dire à papa. Béatrice était là. Elle n'a pas crié. Elle a juste soupiré, a regardé mes mains sales et a dit « Oh, Jean-Pierre, regarde ce qu'elle a fait à sa robe. C'est dommage qu'elle ne sache pas se tenir comme une demoiselle. » Papa ne m'a pas défendu. Il m'a juste dit d'aller me laver. C'était ça, la leçon, l'excellence, c'est salissant. Le talent est un fardeau. Le silence est le seul moyen d'éviter la honte. Alors, sur ce sol, avec le gravier imaginaire de mon humiliation me brûlant la peau et mon demi-frère menaçant l'œuvre de ma vie, mon cerveau a fait ce qu'il avait été formé à faire. Il a évalué les dégâts. Il a calculé les variables. Il a compris que contre-attaquer physiquement, maintenant, était une équation perdante. J'avais besoin d'un levier. Et pour l'obtenir, il me fallait du temps. J'ai levé les yeux vers Hugo. J'ai laissé mon visage se relâcher, laissant la douleur transparaître dans mon regard. J'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, la fille brisée. Je n'arrive pas à réfléchir. Elle chuchotait, la voix tremblant juste assez. Ma tête. Les médicaments. Hugo a ricané en se redressant. Il pensait voir de la faiblesse. Il ne savait pas qu'il assistait à une retraite tactique. Tu as 24 heures, cracha-t-il en rangeant les papiers dans sa veste. Demain. Au garage. Ne m'oblige pas à revenir te chercher. Il est parti, me laissant par terre. Je l'ai regardé s'éloigner, mémorisant la démarche d'un homme qui se croit intouchable. Je n'ai pas essayé de me lever immédiatement. Je suis restée allongée un moment, respirant à travers la douleur, et je me suis fait une promesse. Ils voulaient l'entreprise? Ils voulaient l'héritage? Très bien. Ils allaient l'avoir. Mais ils allaient s'étouffer avec. Je me suis relevée, ignorant les infirmières qui accouraient. Je n'avais pas besoin de leur pitié. J'avais besoin d'un téléphone. Je devais appeler la seule personne en ville qui en savait plus que moi sur les secrets enfouis. Mon père disait toujours qu'on ne peut pas réparer un moteur sans le démonter. Eh bien, il était temps de commencer à démonter la famille. La serrure numérique de la grille principale a émis un bip sec et discordant. Astérisque accès refusé, astérisque j'ai fixé le clavier, le voyant rouge clignotant comme une moquerie. Mon code, ma date de naissance, avait été effacé. On ne m'avait pas seulement enfermé dehors, on était en train de m'effacer de l'existence. Je n'ai pas secoué la grille. Je n'ai pas crié. J'ai simplement garé ma voiture plus loin dans la rue, à l'ombre du vieux chêne où je me cachais jadis des crises de colère d'Hugo, et j'ai observé. L'allée était pleine de voitures. Des berlines de luxe, les SUV des voisins. Le deuil avait commencé, ou plutôt, la mise en scène du deuil. Béatrice était sur le perron, drapée dans une soie noire coûteuse et de bon goût. Elle tenait salon avec Madame Girard, de l'association des copropriétaires. J'ai baissé ma vitre juste assez pour saisir des bribes de voix à travers le calme du lac. On s'inquiète tellement pour elle, disait Béatrice, pressant un mouchoir sur ses yeux secs. L'accident a fait tellement de dégâts, vous savez. Pas seulement à son corps. Elle est confuse.
Les médecins disent que les antidouleurs l'ont rendue paranoïaque. Elle s'imagine que tout le monde est contre elle. Madame Girard hochait la tête avec sympathie, absorbant le mensonge comme une parole d'évangile. Pauvre petite. L'addiction est une tragédie terrible. C'était là. La campagne de dénigrement. Efficace. Létale. Béatrice ne volait pas seulement l'entreprise, elle démantelait ma crédibilité brique par brique. Le temps que je parle, tout ce que je dirais serait balayé comme les délires d'une fille instable et droguée. C'était un chef-d'œuvre d'assassinat de réputation. Je l'ai regardé toucher le bras de Madame Girard, un geste qui paraissait réconfortant mais qui était en réalité une prise de contrôle. Ça a déclenché un souvenir, vif et froid. J'ai compris alors que la violence d'Hugo sur le parking n'était pas une anomalie. C'était le produit d'un système que Béatrice avait mis au point pendant des décennies. Les psychologues appellent ça la normalisation de la cruauté, mais moi j'appelais ça le goutte à goutte. Ça commençait petit. Quand j'avais 14 ans, Béatrice a accidentellement donné les manteaux vintage de ma mère à une œuvre de charité. Quand j'ai pleuré, elle a dit à papa que j'étais matérialiste et ingrate. Quand Hugo m'a poussée dans les escaliers à 16 ans, elle a dit au médecin que j'étais maladroite et que je cherchais l'attention. Elle avait passé 20 ans à me peindre comme le problème et elle-même comme la simple patiente qui devait me gérer. Elle avait dressé papa, Hugo et toute la communauté à voir ma douleur comme une performance et leur cruauté comme une discipline nécessaire. Hugo ne m'avait pas attaqué parce qu'il avait perdu son sang-froid, il m'avait attaqué parce qu'il avait grandi dans un monde où me faire du mal n'avait aucune conséquence. Il n'était que le marteau, elle était la main qui le maniait. J'ai regardé la maison une dernière fois. Ce n'était plus un foyer. C'était une scène de théâtre, et j'en avais fini de jouer la méchante dans sa pièce. J'ai enclenché la vitesse. Si je ne pouvais pas passer par la porte d'entrée, je trouverais un autre chemin. J'avais besoin de quelqu'un qui savait où les squelettes numériques étaient enterrés. J'avais besoin de Françoise. Mon téléphone a vibré sur le siège. Un SMS de Béatrice. Nous sommes tous si inquiets. S'il te plaît, rentre à la maison quand tu seras sobre. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Je n'étais pas ivre de médicaments. J'étais ivre de la clarté glaciale de la haine. Et j'avais du travail. J'ai essuyé la condensation du pare-brise. Pas pour le nettoyer, mais pour dégager mon champ de vision. Les larmes sont inefficaces. Elles brouillent les données, et en ce moment, j'avais besoin de voir la route avec une précision absolue. Je ne suis pas rentrée chez moi pour me morfondre. Je n'ai pas appelé d'amis pour me confier. J'ai traité cette situation exactement comme un joint de culasse grillé. Identifier le point de défaillance, isoler la variable et exécuter la réparation. J'ai conduit jusqu'à un vieux bistrot en périphérie, le genre d'endroit où le café a un goût d'acide de batterie et où personne ne pose de questions. Françoise était déjà installée dans le box au fond. À 65 ans, elle n'avait pas l'air d'une ancienne spécialiste en cybersécurité pour la défense. Elle ressemblait à une grand-mère qui tricote des pulls. Mais je savais ce qu'il en était. Je savais qu'elle était la seule personne à qui mon père confiait les clés numériques du royaume. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas offert de platitude vide sur ma perte. Elle a juste fait glisser une tasse de café noir sur la table en formica et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Tu as une mine affreuse, Léa ?» dit-elle d'une voix sèche comme la poussière. J'ai l'impression d'être passée sur un banc de redressage de châssis, ai-je répondu en m'asseyant avec précaution pour épargner mes côtes. Mais je ne suis pas là pour de la sympathie, Françoise. Je suis là pour un diagnostic. Je lui ai tout déballé. L'embuscade à la clinique. Le verrouillage du domaine. La performance de Béatrice sur le perron. J'ai gardé une voix monocorde, dépouillant le récit de toute émotion jusqu'à ce qu'il ne reste que les faits. Hugo veut l'entreprise, ai-je conclu. Il est aux abois. Il pousse pour une vente avant même que l'encre de l'acte de décès de papa ne soit sèche. Pourquoi? Françoise remua son café, la cuillère cliquetant en rythme. Parce qu'il doit de l'argent à des gens qui n'envoient pas de relance par courrier. Ils envoient des types avec des battes de baseball. Mais ce n'est pas ce qui t'inquiète, n'est-ce pas? L'accident, dis-je. Le mot flottait entre nous. Le rapport de police parle d'une défaillance mécanique. Mais c'est moi qui ai construit cette voiture, Françoise. J'ai refait le système de freinage moi-même il y a 2 mois. Durite en inox, étrier haute performance. Ses freins ne lâchent pas comme ça sur une ligne droite et sèche. Françoise s'arrêta de remuer. Son regard s'est aiguisé. Tu penses à un sabotage? Je pense qu'Hugo avait besoin que je sois hors d'état de nuire avant que papa ne meure pour s'assurer l'héritage. Je pense qu'il a sectionné les durites. Mais la voiture a été envoyée à la casse et broyée avant que je ne sorte du bloc opératoire. Les preuves physiques ont disparu. Les preuves physiques, peut-être, dit Françoise en se penchant. Elle sortit une tablette de son grand sac.
Mais les empreintes numériques sont plus dures à effacer. Elle tapota l'écran, affichant un flux de code qui ressemblerait à du charabia pour n'importe qui, mais qui pour moi était un battement de cœur. J'ai toujours un accès administrateur au serveur de Héritage Auto, dit-elle. Ton père l'a configuré il y a des années comme une sécurité. Hier soir, le système a signalé une anomalie. Quelqu'un s'est connecté avec les identifiants de ton père à 3 heures du matin et a essayé d'effacer les journaux de sécurité des caméras du garage pour la semaine de ton accident. Mon sang se glaça. Il a essayé. Hugo est un instrument contondant, Léa. Il sait supprimer un fichier, mais il ne sait pas comment nettoyer un disque fantôme. Il a échoué. Les enregistrements sont toujours là, mais ils sont verrouillés derrière le pare-feu principal. On doit entrer dans le garage, dis-je, mon esprit tournant à plein régime. Si je peux accéder au terminal principal. Impossible, me coupa Françoise. Il a changé les codes physiques. Il y a des vigiles qui surveillent le périmètre. Si tu y vas, tu te fais arrêter pour violation de domicile, et Béatrice racontera partout que c'est une effraction causée par la drogue. Tu perds. Elle avait raison. Une attaque frontale était un suicide. J'ai regardé le code sur sa tablette, le curseur clignotant comme un défi. On n'a pas besoin de passer par la porte d'entrée, dis-je, un plan se formant dans la zone froide et logique de mon cerveau. Si les serveurs sont toujours actifs, le port d'administration à distance est ouvert. On n'a pas besoin de clé. On a besoin d'une porte dérobée. Françoise sourit, une expression tranchante et dangereuse qui transforma son visage. Là, tu réfléchis comme une ingénieure. Tu veux tenter une intrusion numérique. Je veux tout télécharger, dis-je. Chaque email, chaque bande de sécurité, chaque transaction financière. Si Hugo veut jouer sale, je vais l'enterrer sous la boue. C'est risqué, prévint Françoise. S'il nous repère dans le système, il peut couper le courant. On n'a qu'une seule chance. Alors faisons en sorte qu'elle compte. J'ai pris mon café. L'amertume avait un goût de carburant. Au travail. Nous étions assises dans la camionnette de Françoise, le ronronnement de ses serveurs couvrant le bruit de la pluie sur le toit. Ce n'était pas un véhicule, c'était un centre de commandement mobile camouflé sous du métal gris banal. Françoise tapait avec une fluidité qui trahissait son expérience, son écran étant une cascade de lignes de code. Je contourne le pare-feu principal par le port du système de ventilation marmonnaté, les yeux rivés sur le moniteur. Hugo a changé les serrures des portes, mais il a oublié de sécuriser le canal de diagnostic de la clim. Amateur. Je regardais la barre de progression avancer millimètre par millimètre. Mon cœur cognait contre mes côtes froissées, un rythme frénétique qui semblait trop bruyant dans cet espace confiné. S'il nous voit. Il ne verra rien, dit Françoise, frappant la touche entrée avec une finalité qui résonna comme un coup de feu. On y est. L'écran vacilla, puis se stabilisa sur l'architecture familière du réseau de Héritage Auto. Je voyais les inventaires, les tableurs financiers, les serveurs de messagerie. Mais soudain, une fenêtre surgit, un rectangle noir austère avec du texte rouge que je n'avais jamais vu auparavant. Astérisque alerte système. Protocole 0 actif. Utilisateur, Jean-Pierre admin. Inactivité détectée, 14 jours. Décryptage automatique de l'archive sécurisée astérisque. Mon souffle se coupa. C'est quoi ça? Françoise s'arrêta de taper. Elle retira ses mains du clavier comme s'il était brûlant. C'est un Deadman Switch, chuchota-t-elle. Ton père. Il avait réglé un compte à rebours. S'il ne se connectait pas pendant 2 semaines, le système était programmé pour déverrouiller une partition cachée. Ça vient de se déclencher. Un dossier apparut sur le bureau. Il n'était pas étiqueté avec un code ou une date. Il s'appelait simplement astérisque pour Léa astérisque. Ouvre-le, dis-je. Ma voix sonnait creux, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Françoise cliqua sur le fichier. Une fenêtre vidéo s'ouvrit. C'était papa. Il était assis dans son bureau, celui que Hugo était en train de profaner. Il avait une mine affreuse, le teint gris, les yeux enfoncés, de la sueur sur le front. L'enregistrement datait de 3 jours avant sa mort. 2 jours après mon accident. Léa, sa voix grésilla dans les haut-parleurs, fine et éraillée. Si tu regardes ça, c'est que je suis partie. Et ils t'ont probablement dit que c'était mon cœur. Il toussa, un bruit humide et déchirant. Il but une gorgée d'eau, sa main tremblant violemment. Ce n'est pas mon cœur, dit-il, regardant droit dans l'objectif. C'est le café. Béatrice. Elle me le prépare tous les matins. Il a un goût métallique. Comme si je suçais une pièce de monnaie. J'ai vérifié. C'est de l'arsenic, Léa. Elle accélère les choses. Je fixais l'écran,
mes mains agrippant le rebord de la console jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je n'ai pas pleuré. L'horreur était trop vaste pour les larmes. C'était un vide froid qui s'étendait dans ma poitrine. Mais ce n'est pas pour ça que j'enregistre ceci, continua papa en se penchant. Il brandit un morceau de métal tordu. C'était une durite de frein tressée en inox. Ma durite. Je suis allé à la casse avant qu'il ne broie ta voiture. J'ai soudoyé le contremaître. Regarde la coupure. Il l'approcha de la caméra. L'extrémité n'était pas effilochée par la tension, elle était tranchée nette. Un coupe-boulon, dit papa. Et pas n'importe lequel. Ces marques. Elles correspondent aux mâchoires personnalisées du set que j'ai offert à Hugo pour son anniversaire. Il ne voulait pas seulement l'entreprise, Léa. Il a essayé de te tuer pour l'avoir. Il lâcha la durite sur le bureau. Le son fut lourd, définitif. Je ne peux pas encore aller à la police, chuchota-t-il, les yeux pleins de larmes. Si je bouge trop tôt, ils s'en prendront à toi alors que tu es sur ton lit d'hôpital. Je dois attendre. Je dois sécuriser les actifs. Je verrouille ce fichier. Si je n'y arrive pas. Brûle-les, ma grande. Brûle-les tous. La vidéo s'arrêta. L'écran redevint noir. Pendant une longue minute, le seul bruit fut le ronronnement des ordinateurs. Françoise retira ses lunettes, essuyant ses yeux. Ils l'ont assassiné, dis-je. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Et ils ont essayé de te tuer, ajouta doucement Françoise. Le chagrin que je retenais ne m'a pas brisé. Au contraire, il s'est calcifié. Il s'est durci pour devenir quelque chose de tranchant, une arme. J'ai regardé l'écran noir, voyant mon propre reflet superposé au fantôme de mon père. Il ne m'avait pas seulement laissé une entreprise. Il m'avait laissé une arme chargée. On a une copie? Demandai-je. Téléchargée et sauvegardée sur 3 serveurs cloud différents, confirma Françoise. Hugo ne peut plus effacer ça. C'est immortel. Bien. J'ai attrapé mon téléphone. Le tremblement de mes mains avait disparu. Hugo veut une réunion. Il veut que je signe mes droits. Je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé l'horodatage numérique sur le fichier. Je vais préparer des funérailles, dis-je. Mais cette fois, ce seront les leurs. J'ai composé le numéro d'Hugo. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix dégoulinante d'une impatience arrogante. J'imagine que tu m'appelles pour me dire que tu as retrouvé la raison, dit-il. Je t'appelle pour te dire que tu as gagné, répondis-je, forçant ma voix à se briser. Je ne peux pas lutter contre toi. Je n'ai pas d'argent pour les avocats, et la douleur est trop forte. Il ricana. Fille intelligente. Je savais que tu finirais par comprendre. Mais j'ai une condition, ajoutai-je, laissant poindre une pointe de désespoir dans mon ton. Je veux que ça se passe au garage, devant les voitures de papa. J'ai besoin de lui dire adieu correctement. Hugo soupira, manifestement agacé par ma sentimentalité. C'est bon. Peu importe. Apporte juste les papiers. Et Léa, ne me fais pas attendre. Je n'y manquerai pas, promis-je. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché. Françoise était déjà en train de coordonner avec ses contacts dans la police. Nous avions les preuves. Nous avions le lieu. Maintenant, il nous fallait le public. 1 heure plus tard, je suis entré sur le parking de Héritage Auto. Mon estomac s'est noué en voyant les voitures alignées, la collection vintage de papa, polie et brillante, prête à être vendue aux enchères au plus offrant. Hugo n'avait pas perdu de temps. Je suis entré dans le showroom principal, m'appuyant lourdement sur mes béquilles. Hugo était là, flanqué de Béatrice et d'un homme en costume sur mesure que je ne connaissais pas, l'acheteur privé, sans doute. Tu es en retard? Aboya Hugo en consultant sa montre. La circulation marmonnai-je en claudiquant vers eux. C'est qui? Monsieur Lefebvre, répondit Béatrice avec onctuosité, s'avançant pour jouer les hôtesses parfaites. Il est très intéressé par l'acquisition de tout le stock. Une vente globale. Ça simplifie tout. Astérisque, ça simplifie le vol astérisque, pensais-je, mais je gardais un visage de marbre. D'accord. Finissons en. Je me suis approché du bureau où le contrat m'attendait. Hugo a poussé un stylo vers moi. Signe ici, ordonna-t-il, tapotant la ligne de signature. Et après, tire-toi. J'ai pris le stylo. Ma main a survolé le papier. Pourquoi, Hugo? Demandai-je doucement. Pourquoi les freins? Tu savais que je conduisais ce jour-là. Tu savais que j'aurais pu mourir. Hugo se pencha tout près de moi, sa voix n'étant plus qu'un murmure que moi seul pouvais entendre. C'était le but, Frangine. Tu as toujours été dans le passage. Toujours la préférée de papa. J'ai juste corrigé l'erreur. Un frisson froid m'a parcouru. Il venait de confesser.
directement dans le micro scotché sur ma poitrine. Et vous, Béatrice? Demandai-je en me tournant vers ma belle-mère. Vous avez aimé le regarder mourir. Le sourire de Béatrice ne vacilla pas. J'ai surtout apprécié le silence après son départ. Il parlait beaucoup trop de toi. Je les ai regardés tous les deux, ces monstres qui avaient détruit ma famille. Et puis j'ai souri. Un vrai sourire. Je crois que je suis prête à signer, maintenant dis-je. Je n'ai pas signé l'acte de transfert. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une simple feuille de papier, une impression des journaux du serveur montrant l'activation du Deadman Suites. Je l'ai claqué sur le bureau. C'est quoi ça? Demanda Hugo, arrachant le papier. C'est le reçu, dis-je, ma voix résonnant claire et forte dans la vaste pièce. Pour tout ce que vous avez volé. À cet instant, les écrans du showroom se sont allumés. Le visage de papa, immense et indéniable, a rempli les moniteurs. Sa voix a tonné dans les haut-parleurs, énumérant les preuves de son meurtre. Ce n'est pas mon cœur. C'est le café. Arsenic. Monsieur Lefebvre recula, horrifié. Béatrice eut un hoquet de surprise, portant la main à sa bouche. Hugo se figea, fixant l'écran comme s'il voyait un fantôme. Ah! Encore une chose, dis-je en sortant mon téléphone. Françoise? Maintenant. Des sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant à chaque seconde. Les portes du garage se sont levées, révélant une flotte de voitures de police encerclant le bâtiment. C'est fini, leur dis-je. Pour tous les deux. Hugo essaya de se jeter sur moi, mais cette fois, je ne me suis pas figée. J'ai balancé ma béquille, le cueillant en plein thorax. Il trébucha en arrière et s'écrasa contre un chariot à outils. Ça, dis-je, c'est pour mes côtes. La police a envahi les lieux. J'ai regardé les agents menotter Hugo et Béatrice, les écoutant surler des accusations mutuelles. C'était fini. Le cauchemar était enfin terminé. Alors qu'on les emmenait, je me suis retournée vers l'écran. Papa parlait encore, son image tournant en boucle. J'ai tendu la main et j'ai touché la vitre. On a réussi. Papa chuchotai-je. On les a brûlés. J'ai regardé autour de moi dans le garage. C'était le désordre, le chaos, rempli de policiers. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais chez moi. L'héritage n'était pas mort. Il ne faisait que commencer. Les sirènes se sont tues, mais le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était propre. C'était comme l'air après un orage, vif, électrisé et lavé de toute poussière. Le nettoyage juridique fut long, mais satisfaisant. Hugo et Béatrice n'ont pas seulement perdu leur liberté, ils ont perdu leur public. Le récit de la veuve exemplaire s'est désintégré au moment où la vidéo de papa a fait le tour des journaux télévisés. Les voisins qui buvaient le thé chez Béatrice en plaignant la pauvre belle-fille droguée sont les mêmes qui ont témoigné contre elle au procès. Hugo a plaidé coupable de fraude et de tentative de meurtre pour éviter la perpétuité, troquant son arrogance contre un uniforme de prisonnier qui lui allait bien mieux que ses costumes sur mesure. Mais les voir tomber n'était pas la vraie victoire. Ça, c'était juste sortir les poubelles. La victoire, c'est ce qui s'est passé une fois la poussière retombée. 6 mois plus tard, je me tenais au milieu du garage. Ça ne sentait plus la peur. Ça sentait l'ozone, le flux de soudure et le café frais du vrai café, sûr. Je n'avais pas seulement restauré le stock de voitures anciennes, j'avais élargi la mission. J'ai regardé l'atelier. Sous les ponts élévateurs, une douzaine de femmes travaillaient. Certaines se remettaient d'accidents, comme moi. D'autres se remettaient de vies qui avaient tenté de les broyer. Elles soudaient des châssis, remontaient des carburateurs et apprenaient qu'elles étaient capables de réparer des choses que tout le monde disait irrécupérables. C'était le programme mécanique de la seconde chance. J'ai réalisé quelque chose pendant ces longues nuits à reconstruire l'entreprise. Il y a une différence entre la punition et la justice. La punition, c'est ce que la loi a donné à Hugo et Béatrice. Ça regarde vers le passé. Ça règle des comptes. Mais la vraie justice, c'est ce que je faisais ici. La justice est une graine que l'on plante. C'est prendre les débris de son traumatisme et s'en servir pour construire un abri pour quelqu'un d'autre. Ma belle famille a essayé de me définir par mes morceaux cassés, mes côtes, mon deuil, mon silence. Mais en créant ce programme, je ne faisais pas que leur survivre, je les rendais insignifiants. Chaque fois qu'une de mes élèves réussissait à démarrer un moteur qu'elle avait reconstruit de ses propres mains, c'était une victoire que l'avidité d'Hugo ne pourrait jamais toucher. Je ne me contentais plus de préserver un héritage. J'en concevais un nouveau. Je me suis dirigée vers la baie où ma propre voiture, un nouveau projet, une Mustang de 1968 trouvée dans une casse m'attendait. Elle était rouillée, cabossée et laide. Mais le châssis était droit. Le cœur était bon. J'ai pris une clé à molette.
Mes côtes ne me lançaient plus quand il pleuvait. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai regardé mon reflet dans le pare-choc chromé. Je n'ai pas vu une victime. J'ai vu la patronne. Ils pensaient pouvoir me mettre au rebut comme une épave de voiture. Mais ils ont oublié une chose. C'est moi, la mécanicienne. Si vous avez déjà dû vous reconstruire avec des pièces que les autres avaient jetées, partagez cette histoire. Nous sommes les architectes de notre propre renaissance.